Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Unser Podcast, le podcast d'Unser Football. Alors pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, pas de souci, il est toujours disponible et on le remettra en avant au moment de la publication de celui-ci. Donc il s'agit avant tout de parler un peu de l'actualité du football allemand. Aujourd'hui, en ma compagnie, j'ai comme la dernière fois mes deux acolytes. Gab tout d'abord, qui je vous le rappelle tient la page Offenheim France et qui est actif sur Unser Football à nos côtés, et également Clément, le pilier, le fondateur du F. Aujourd'hui, comme d'habitude, toujours la même structure. On va commencer par une partie un peu contextualiser les différentes actus du football allemand, et dans un second temps, on évoquera plusieurs débats qui exceptionnellement seront sans Clément. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Alors ça va pas être très original, mais on va évoquer dans un premier lieu la situation sanitaire. Gab, je te laisse la parole là-dessus. Donc salut à tous. Pour la situation sanitaire, c'est en Allemagne ça se dégrade, c'est à peu près comme en France. Donc des mesures qui peuvent nous sembler assez anodines, assez conformes à ce qu'on connaît en France. Donc masque obligatoire, les réunions c'est 10 personnes maximum. Pendant tout le mois de novembre, tous les lieux qui reçoivent du public sont fermés. Et donc le football professionnel, c'est un peu l'exception à la règle. Il continue, mais donc c'est son supporter et tout ce qui va autour. Les Français qui veulent se rendre en Allemagne doivent faire des tests et c'est un durcissement des règles qui était déjà établi depuis plusieurs semaines, mais maintenant c'est un peu plus clair, on sait mieux dans quelle direction on va et ça a pour but évidemment d'endiguer la deuxième vague. Donc au sein de la bulle des joueurs qui est mise en place, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il y a eu quelques cas dans certains clubs, notamment à Offenheim, mais c'était dû plutôt à cause des matchs internationaux. Et aujourd'hui, lundi 2 novembre, il y a eu Niklas Zule qui a été positif au coronavirus. C'est un nouveau cas, mais ça reste assez rare. Et puis alors le Covid continue aussi d'avoir des influences sur le calendrier. C'était le cas la saison dernière, ça sera le cas aussi pour cette saison, ça on le sait depuis le début. Clément, je pense que tu peux confirmer là-dessus. On le voit avec des matchs quasiment toutes les semaines en Bundesliga, le Bayern, Hoffenheim, tous les clubs enchaînent. Je parle notamment d'Hoffenheim parce qu'on a vu la défaite contre l'Union Berlin. Je pense que c'est aussi dû au calendrier chargé. D'autant plus qu'on semble se diriger vers une absence de trêve hivernale ou une trêve hivernale réduite. Ça s'annonce serré parce que par exemple la Gladbach et le Bayern ils viennent de jouer en Bundesliga. Ils vont jouer à nouveau le 3 novembre, donc mardi 3 novembre, face à Shakhtar pour Gladbach et face à Salzbourg pour le Bayern. Donc il y a vraiment un enchaînement, les compétitions n'arrêtent pas. On voit que Schalke là ils vont jouer contre une Regional Liga. Donc on a toutes les compétitions qui s'entremêlent. Et au niveau national et européen, c'est vraiment pas facile, il y a vraiment beaucoup trop de matchs. Et comme j'ai dit, il semblerait qu'il va pas y avoir de trêve hivernale ou une très courte trêve hivernale. D'autant plus qu'on va en reparler, mais la Mannschaft c'est pas beaucoup mieux. Ils vont ajouter des amicaux, ils jouent la Nations League qui est très discutable. Ça, on aura sans doute l'occasion de reparler plus tard avec la Mannschaft et l'enchaînement des matchs, mais le calendrier, il fait beaucoup de divergences dans les opinions. Et le directeur du football d'Offenheim, donc Alexander Rosen, il est habitué à prendre parole, c'est un homme fort du club, et il a demandé à la Ligue d'agir, c'est des gestes assez forts, des mots assez forts. Je cite, il faut agir différemment pour la prochaine trêve internationale, éviter de cramer les joueurs, ils n'ont plus envie de voyager ni de jouer autant de matchs. C'est assez significatif, il y a pas mal de joueurs qui sont en plein. C'est quelque chose qui va devoir vite être remis sur la table pour les joueurs, même pour leur santé, parce que c'est assez dangereux et il va y avoir beaucoup de blessures. Ouais, ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi en fin d'émission. Autre aspect aussi à prendre en compte, alors c'est aussi lié au calendrier quand même, c'est qu'on a eu un événement assez rare en début de saison, puisque à l'issue de la deuxième journée, on avait déjà 2 entraîneurs de Bundesliga démis de leurs fonctions. Je rappelle, il s'agit de David Wagner, licencié par Schalke, et de Hakim Bayer-Lorzer, licencié par Mayence. Donc bon, c'est deux situations un peu différentes, parce que Schalke, vous le savez, est en panne de victoire depuis un moment. La décision est assez logique, même si c'est pas un changement d'entraîneur qui apportera le renouveau nécessaire. En ce qui concerne Mayence, c'était un peu différent. Alors certes, il y avait eu 2 défaites aussi d'entrée de Bundesliga, mais c'est surtout la gestion du cas Adam Salai qui a posé problème. Il y a encore quelques saisons, Adam Salai était quand même régulièrement titularisé en pointe de l'attaque, notamment à Hoffenheim. Il a fait pas mal de clubs de Bundesliga. Et là, il s'est retrouvé mis au placard à Mayence. Ça n'a pas plu au reste du vestiaire. Et finalement, la direction du club a décidé d'écarter Hakim Bayer-Lorzer. Tout ça pour dire que, en gros, encore une fois, c'est le calendrier qui influe sur ça, parce que les équipes n'ont pas eu le temps de préparation habituel, ce qui fait que les dynamiques restent un peu les mêmes en ce début de saison. On observe que Schalke continue à galérer, idem pour Mayence et pour Cologne.
alors que des équipes comme le Bayern, Leipzig ou même Francfort, qui avaient plutôt bien fini la saison précédente, continuent sur leur lancée. Donc on a pu évoquer un peu les dernières infos de la Bundesliga. Maintenant, on va quand même parler un peu de l'activité des clubs en Europe, et notamment en Ligue des Champions. Clément, toi qui suis la Ligue des Champions avec de grands yeux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les performances des clubs allemands en ce début de saison? Alors, pour la Champions League, tout d'abord dans le groupe A, on a le Bayern qui est en tête avec 6 points, donc 2 victoires, 2 matchs devant l'Atlético qui a une victoire, une défaite, devant le Lokomotiv et Salzbourg qui ont 1 point. Donc en première journée, le Bayern a écrasé l'Atlético 4-0. Et en deuxième journée, le 27 octobre, le Bayern a battu 2-1 le Lokomotiv. C'est un peu poussif, mais aussi dû au calendrier, comme on l'a évoqué plus d'une fois. Ce mardi 3 novembre, le Bayern va affronter Salzbourg. Dans la poule B, on a Gladbach qui est deuxième derrière le Shakhtar. Donc Gladbach a 2 points, le Shakhtar en a 4 et l'Inter Milan en a 2 et le Real est bon dernier avec 1 point. Donc en toute première journée, Gladbach a fait 2-2 contre l'Inter Milan, ce qui était un résultat tout à fait honorable. Et en deuxième journée, le Borussia a fait 2-2 encore une fois contre le Real Madrid, mais c'est très dommage parce qu'ils ont mené 2-0, ils se sont fait remonter à la fin. Le Gladbach va affronter le leader de la poule, le Shakhtar Donetsk, avec l'occasion de prendre les devants tout simplement parce que s'ils gagnent, ils vont avoir 5 points et le Shakhtar en aura 4. Le Borussia Dortmund est bon troisième de sa poule dans le groupe F, derrière la Lazio qui a 4 points, Brugge qui a 4 points et le Zénith qui en a 0 qui est bon quatrième. Donc la première journée, le Borussia s'est fait gifler par le Lazio 3-1 et en deuxième journée, le Borussia s'est imposé 2-0 sur le terrain du Zénith et donc là, a priori, Dortmund devrait jouer Brugge et devrait s'imposer. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que Dortmund ne réussisse pas à reprendre le bon chemin. Dans la poule H, Leipzig est troisième et donc on a Manchester United qui est premier avec 6 points, Paris qui est deuxième avec 3 points, Leipzig qui est troisième avec 3 points, l'Istanbul quatrième avec 0 points. Donc en première journée, Leipzig a gagné contre Istanbul et en deuxième journée, Leipzig a pris une très très grosse claque, 5-0 contre Manchester United. Ça a déroulé et là ils devraient affronter le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un match à leur portée, faut voir comment ils vont l'affronter, quoi. Et du coup, je vais donner la parole à Agap par rapport à la C3 en rappelant tout de même un fait assez important qui est que il n'y a que 2 équipes en C3 cette saison puisque Wolfsburg s'était cassé les dents malheureusement lors des barrages. En Europa League, c'est plutôt satisfaisant de la part des clubs allemands, même si on peut un peu mitiger. Leverkusen, toute la saison dernière, qui s'était battu pour la Champions League, donc est en Europa League. Et on peut relever un petit manque de sérieux lors du dernier match. C'était contre le Slavia Prague. Ils se prennent un rouge très rapidement et derrière, enfin un rouge qui peut être contesté d'ailleurs. Mais une équipe comme Leverkusen, pour moi, elle n'a pas à se mettre autant en difficulté dans le match. Et ça rejoint encore le parallèle de l'enchaînement des matchs. Parce que le coach a mis une équipe B, on peut voir ça comme ça. Les titulaires n'étaient pas vraiment sur le terrain et derrière, ça les met pas en très bonne position pour la suite, même si ils avaient très bien commencé leur campagne avec un 6-2 contre Nice, donc un match qui a fait beaucoup parler. Et toutes les équipes du groupe sont à 3 points, donc c'est assez disputé. Le fait de faire tourner l'équipe en Europa League, surtout contre Prague, c'était une décision que j'ai trouvée assez étrange et qui correspond pas trop à la mentalité de la Bundesliga de ce qu'on voit d'habitude. Donc j'étais assez déçu, mais après on peut pas vraiment en vouloir à Leverkusen avec tous les matchs et l'enchaînement, etc. Et l'autre club qualifié, donc c'est Hoffenheim. Donc là je vais pouvoir en parler un peu plus de manière plus festive parce qu'il régale. Il y a eu 2 victoires en 2 matchs contre les plus gros de la poule. Donc c'était l'Étoile Rouge de Belgrade à Hoffenheim pour commencer. C'est une victoire 2-0 qui fait du bien, mais qui n'était pas parfaite dans le résultat, enfin dans le contenu. Et puis c'est une victoire 4-1 en Belgique contre la Gantoise, contre le gros adversaire de cette poule. Donc une victoire sans les titulaires, enfin sans quelques titulaires à cause du corona, qui fait vraiment beaucoup de bien, même si la Gantoise en ce moment c'est un peu compliqué, mais niveau dans l'attitude, c'était un match vraiment abouti et ça rassure pour la suite d'Hoffenheim, de leur campagne. Ils devraient finir premier de leur poule, c'est vite parlé, mais s'il n'y a pas de faute professionnelle, ça devrait le faire parce que les gros sont joués et maintenant il reste à prendre des points contre les petits et au moins faire match nul. Donc ça peut faire un parcours sympa cette année. C'est tout ce qu'on espère pour le TSG en tout cas et on suivra ça de près effectivement. Et ça rejoue dès jeudi d'ailleurs, parce que les matchs s'enchaînent 3 semaines consécutivement. Il y a de l'Europe toutes les semaines. On va enchaîner avec les débats. Donc on va pouvoir passer au débat désormais. Alors 2 débats au programme aujourd'hui. Le premier va porter un peu sur les mercatos et les premières leçons qu'on peut en tirer au vu des performances de certaines équipes de Bundesliga sur lesquelles on va se pencher. Pour rappel, le mercato allemand s'était terminé le 5 octobre dernier, donc ça date d'il y a environ un mois au moment où on enregistre.
Donc on a jugé intéressant de se pencher, d'émettre des premiers constats par rapport à ces mercatos. On va commencer un peu par le haut de tableau et évoquer notamment le Bayern. Alors, le Bayern qui a fait un mercato très tardif. Alors, il y avait eu évidemment l'arrivée notamment de Leroy Sané qui était prévue depuis un moment. Mais le reste, ça s'est vraiment accéléré en fin de mercato. Les joueurs avaient fait pression sur la direction vis-à-vis du manque de profondeur de l'effectif, ce qui fait qu'on a notamment eu les arrivées de Marc Roca en provenance d'Espagne, mais surtout celles de Bounassar et Choupo-Moting qui ont fait beaucoup parler, que beaucoup d'observateurs ont considéré que le Bayern connaissait une régression dans son recrutement, avec 2 joueurs en provenance de la Ligue 1. Pour le coup, le transfert de Choupo-Moting, personnellement, je trouve ça assez cohérent. Le joueur connaît la Bundesliga, il n'aura pas de problème à disputer la majeure partie des grosses rencontres sur le banc, et de toute manière, il aura du temps de jeu puisque ce a besoin de souffler. Et qu'est-ce que tu penses de Bounassar ? Je suis sceptique parce qu'il y a eu quand même 9 millions déposés, et les 9 millions déposés font que on attend un peu plus d'un joueur qui, pour l'instant, n'a pas encore une performance très intéressante, même si il reste sur un image de Bundesliga plutôt correct face à Cologne. Important aussi que si on continue d'évoquer le haut de tableau, d'évoquer Leipzig, qui commencerait à s'essouffler. Qu'est-ce que tu en penses, Gab, de Leipzig ? Ben, ça continue sur la continuité. C'est sur la continuité de la saison dernière, avec une équipe toujours assez forte, assez impressionnante, donc menée par Nagelsmann. Mais les recrues, ça n'y arrive pas trop. Donc il y avait le buteur recruté à Salzbourg, donc Wang, qui a pas encore été décisif en Bundesliga. Et après, il y avait une recrue achetée à Strasbourgspor, si je me rappelle bien, en Turquie, qui a à peine une passe décisive, donc c'est assez... Les recrues, elles ont du mal à s'acclimater, et récemment, c'est plus contrasté les résultats de Leipzig, donc ils ont pris 5-0 à United, enfin contre Manchester United, ils ont perdu ensuite contre Gladbach, pour la première fois de leur histoire. Bon, même si c'est une histoire récente, ça veut quand même dire des choses. Faut vite qu'ils se ressaisissent parce que ça avait très bien commencé pour eux. Je crois qu'ils étaient leaders. Oui, ils étaient leaders avant la journée, et là ils ont perdu leur place. Et le Bayern qui revient, du coup qui récupère un peu sa place. Le combat pour la place, ça va être compliqué pour Leipzig. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que les recrues ont un peu du mal pour l'instant à s'intégrer. Alors j'ai écouté Nagelsmann l'autre jour qui disait que de toute manière ça se ferait progressivement, qu'il était très exigeant et que notamment les 2 attaquants qui sont arrivés, donc Sørloth et Wang, allaient avoir besoin d'un peu de temps pour comprendre les automatismes, comprendre le jeu prôné par Nagelsmann. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi préciser, alors tu as parlé de la défaite contre Gladbach, effectivement, première fois qu'ils perdent contre Gladbach, et la défaite 5-0 contre United, c'était la plus lourde défaite de l'histoire du club. Alors c'est un club récent, évidemment, mais aussi important à préciser, donc ça va un peu moins bien en ce moment, on verra ce que ça donnera face à Paris en Ligue des Champions et lors des prochaines rencontres de Bundesliga. Autre équipe dont on peut évoquer le mercato aussi, c'est le Hertha Berlin, qui a été très actif. Alors toi, tu les as vus jouer un peu, il me semble, Gab, donc je te laisse en parler un peu plus en détail. C'est un club qui m'intrigue parce que je les voyais vraiment haut avec le recrutement de cet été. Donc il y a eu beaucoup d'argent injecté, il y a eu des Touza recrutés, il y a Guendouzi en prêt, enfin c'est des joueurs qui me semblaient intéressants. Et ça n'y arrive pas du côté de Berlin. Il y a eu une seule victoire c'était contre Brême en ouverture du championnat. Puis ça enchaîne des défaites et il y a eu un match nul hier, un match nul encourageant sur le papier, même dans la performance, même si il y avait mieux à faire, je pense. Et par rapport au match d'hier, c'est encourageant, mais les performances d'avant, c'est assez triste. Je comprends pas. Enfin, la défense est dépassée de ce que j'ai vu. C'est pas excellent, mais je crois que c'est le pire début de saison depuis 2010, c'est ce que j'entendais sur Beansport. C'est aussi très significatif, surtout quand on voit le mercato et qu'on s'attendait à un départ en flèche. Mais il y a beaucoup de difficultés, je pense. Les séquelles, elles vont rester pas mal de temps parce que je vois pas comment ça peut changer du jour au lendemain. À part un manque de réussite flagrant, mais c'est pas vraiment ce qui est ressorti de ce que j'ai vu en tout cas. Non, je pense que pour compléter un petit peu ce que tu dis, au final, je trouve qu'il y a une part de logique, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a construit un effectif complètement nouveau. Donc forcément, ça demandera du temps. Il y a des très bonnes qualités individuelles, ça c'est pas le problème. Après, bon, faut que ça se mette en place. Il y a des recrues qui sont arrivées en fin de mercato, je pense à Guendouzi, à Cordoba. Et puis, de manière générale, ça manque, par contre, ça c'est peut-être le plus problématique, ça manque encore un peu de fond de jeu. Alors il y a des lignes un peu directrices, comme notamment le fait de laisser Matheus Cunha très libre en tant que meneur de jeu avancé, d'avoir des milieux de terrain comme Darida et Touzard qui ont un gros volume de course.
Après, bon, il y a déjà eu des problèmes défensifs assez flagrants, mais ça c'était déjà le cas en pré-saison, c'était déjà les inquiétudes à ce moment-là, puisque Berlin encaissait 2 voire 3 buts par match. Et puis dans le pressing, ça manque encore de cohérence, on sait pas trop ce que veut faire Labadia, est-ce que c'est une approche un peu plus pragmatique ou est-ce que vraiment c'est aller chercher haut l'adversaire. Je pense que bon, je les exclurai pas complètement de la course à l'Europe parce que quand on connaît la particularité de la saison à venir, le calendrier, il y aura sûrement des équipes qui sont elles engagées en Europe qui vont lâcher des points en Bundesliga à cause de l'enchaînement des matchs. Mais bon, il faudra effectivement que le Hertha réagisse assez prochainement. Niveau tactique, c'est vrai que c'est assez dur à cerner. C'était assez efficace lorsque ça passait par les ailes, enfin, et que ça amenait un centre. Cordoba, vraiment intéressant, je crois qu'ils l'ont pris pour 15 millions. Enfin, je me demande même si c'est pas la meilleure recrue, enfin, parce que pour ce que j'ai vu, c'était pas étincelant les autres. Après, enfin, voilà, il faut laisser du temps. Enfin, la culture de l'instant, c'est très efficace dans le foot et il faut éviter, parce que c'est facile de dire des choses après un match, 2 matchs, même 5 matchs, mais Oui. une équipe, surtout européenne, surtout une équipe qui, à la base, pouvait viser le titre, ça se construit pas aussi vite et il leur faut du temps, c'est sûr. Dernière équipe qu'on pourra évoquer dans ce premier débat, c'est Schalke. Alors Schalke, au-delà du fait des difficultés dans le jeu, du changement d'entraîneur, il faut évoquer aussi un mercato qui affiche les limites financières de l'équipe. Hein. Il y a eu peu d'arrivées notables, il y a eu le départ de McKennie, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Schalke n'a même pas récupéré tellement d'argent dans l'histoire. Alors, aux fins connaisseurs de Schalke, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais il me semble que le transfert de McKennie, c'est un prêt avec obligation d'achat. Donc il a été prêté à la Juventus. Le prêt est payant, donc Schalke a touché directement environ 3-4 millions d'euros, mais le reste sera versé en fin de saison. Donc ça explique aussi pourquoi le club n'a pas pu réinvestir et qu'à ce jour, les 2 seules arrivées majeures sont celles de Ludwig, pas si connu que ça au final au poste de latéral droit prêté par le PSV Eindhoven, et devant c'est Vedad Ibisevic qui arrivait gratuitement depuis le Hertha Berlin avec un salaire, alors je vais pas dire misérable parce qu'il va quand même gagner sa vie, mais son salaire, pour vous faire une idée, c'est environ globalement inférieur à ce que touche un joueur de 3ème division. Donc un beau geste aussi de sa part au passage. Mais moi surtout ce qui m'a le plus surpris avec Schalke, c'est en fin de mercato la décision de vendre, alors ils l'ont pas vendu, mais de prêter Sébastien Rodi à Hoffenheim, alors que pour le coup c'était un joueur qui avait largement sa place dans l'équipe, qui pouvait dépanner au poste de latéral droit, mais même au milieu de terrain. Donc ça, j'imagine bien que toi, Gab, ça t'arrange de récupérer Rodi, mais j'ai pas trop compris. Bah, c'est vrai que c'est un peu étrange, surtout que des joueurs de qualité, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément dans l'équipe de Schalke. Et faire ça, ben, tu te bloques déjà d'un très bon joueur et surtout tu te bloques ton mercato parce que Hoffenheim, ils étaient intéressés plus d'un mois avant, même durant tout le long du mercato, ils voulaient le récupérer. Et Schalke a dit non et il le lâche à la fin du dernier moment. Donc il garde le salaire, c'est un prix payant, mais je crois même pas. Enfin, juste, il se libère une partie du salaire et derrière, ça permet de signer personne. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont tout fait à l'envers pour ce mercato et ben, on évoquait les résultats. Enfin, on n'a pas évoqué les résultats justement, mais c'est assez grave parce que je crois que ça enchaîne 22e match en victoire. Ouais, c'est ça exactement. Enfin, c'est difficile d'imaginer une Bundesliga sans Schalke historiquement, mais sportivement, c'est difficile d'imaginer une Bundesliga avec Schalke. Enfin, c'est fou en fait la nuance qu'il y a. Et je comprends pas comment ça peut. Enfin, évidemment, ça manque d'argent, évidemment, le Covid ça fait du mal, mais je comprends pas comment ça peut arriver à un club comme Schalke de faire un mercato aussi dérisoire quand on connaît les problèmes qu'il y a. Par exemple, un parallèle avec le football français, Monaco qui allait très mal, ils ont fait un gros mercato et ça réussit peut-être pas comme avant, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et là, Schalke, il n'y a rien qui est fait pour. Enfin, ça fait de la peine. Alors que je suis absolument pas partisan de Schalke, mais vraiment un peu de l'incompréhension autour de la direction et je n'ai pas trop ressenti, mais ça fait de la peine pour moi. L'heure est grave pour l'équipe de Gelsenkirchen. On va passer au deuxième débat maintenant, parler un peu plus de la Mannschaft, qu'on n'avait pas tellement évoqué lors du premier podcast. Donc la Mannschaft qui rejouera très prochainement, puisque, alors non pas le week-end prochain, on retrouvera notamment un choc en Bundesliga pour le Klassiker, mais la Mannschaft qui rejouera donc dans 2 semaines à l'occasion d'une nouvelle trêve. C'était pas glorieux, il y avait un match nul contre la Turquie 3-3, c'était un amical c'était un amical, oui, donc 3-3 contre la Turquie. Ensuite, il y a eu un match en Ukraine, donc une victoire, donc 2-1, enfin rien de très glorieux, et un autre match nul contre la Suisse,
contre une Suisse à 10. Encore 3-3, c'était des matchs assez spectaculaires, mais pas vraiment rassurants. Et c'est dans la continuité de la Mannschaft depuis pas mal de temps. Hein. C'est décevant. La Coupe du Monde, c'était décevant. Et tactiquement, c'est pas très très intéressant à voir. Je pense que ça, tu vas mieux parler que moi. Mais ouais, on a connu l'Allemagne. C'est-à-dire que moi, ce qui me perturbe avec... j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de fond tactique. C'est-à-dire que on sait qu'il y a eu la Coupe du Monde, que ça a été un fiasco, que le jeu de possession qu'a essayé de mettre en place Joachim Löw a échoué. Derrière, il était reparti sur des bases un peu plus pragmatiques avec des matchs de Ligue des Nations où la Mannschaft acceptait de laisser un peu plus le ballon à l'adversaire, de davantage procéder par contre. Il y avait eu du mieux sur les performances et c'est bizarre. Oui, il y avait du mieux et ce qui me pose problème surtout, c'est déjà le système. Alors le dispositif fait pas l'animation, mais le système en 3-4-3 aujourd'hui, il est incohérent, surtout pour moi dans le secteur défensif, c'est-à-dire que il y a 3 défenseurs centraux qui, bon, déjà n'évoluent pas ensemble en club. Alors ça, c'est pas un problème pour la réussite d'une sélection. On a vu la France a réussi à être championne du monde avec Varane Umtiti. Les 2 joueurs n'évoluent pas dans le même club. Mais ce qui me pose problème, c'est que déjà, c'est quand même se passer de duo qui pourrait fonctionner. C'est-à-dire qu'on a quand même Süle Boateng qui évolue ensemble au Bayern. On a Emre Can et Hummels qui évoluent ensemble à Dortmund. Mais Joachim Löw a pris la décision, rappelez-vous, d'écarter Hummels, Boateng et Müller de la sélection, qui fait qu'on se retrouve avec une défense titulaire qui est souvent composée de Rüdiger, Süle et Can. Or, quand ta conception du jeu, c'est vraiment de repartir de l'arrière, de trouver de la verticalité, je pense que c'est vraiment pas les 3 joueurs les plus pertinents. Niklas Süle et Rüdiger ont vraiment leurs limites dans le jeu au pied. Et puis l'autre problème, c'est le problème des pistons. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas suffisamment de qualité à ce poste-là. Alors à gauche, c'est Gosens qui évolue dans ce registre. Et lui, à la limite, c'est peut-être le joueur le plus à l'aise dans ce domaine puisqu'il évolue à ce poste avec l'Atalanta Bergame, mais il a été amené très récemment en sélection. Il y a un problème aussi de rythme avec l'effectif. Et puis, de l'autre côté, c'est toujours un peu bancal. Parfois, c'est Klostermann, mais il évolue même plus à ce poste à Leipzig. Parfois, c'est Thilo Kehrer, mais alors Thilo Kehrer, piston droit, quand ton ambition, c'est vraiment de développer du jeu, c'est assez particulier. Donc pas mal d'inquiétudes sur le fond de jeu de la Mannschaft et je suis pas convaincu que ça donnera quelque chose de pertinent à l'Euro, même si ça sera nuancé puisqu'on sait que toutes les sélections sont menacées en ce moment par la fragilité physique des joueurs et l'enchaînement des matchs. Je pense que Gab, t'es d'accord avec moi là-dessus. Et oui, ça va être compliqué pour l'Allemagne qui va recevoir en une semaine la République tchèque puis l'Ukraine avant de se déplacer en Espagne. Même si on n'était pas très élogieux envers la Mannschaft, ils sont quand même deuxième, enfin à 1 point du premier et à 1 point du troisième, donc c'est assez serré avec l'Espagne et l'Ukraine. Et ça va être des matchs très déterminants qui peuvent amener l'Allemagne en phase finale, pourquoi pas, même si objectivement j'ai un peu du mal à les voir, mais on va pouvoir peut-être rêver à nouveau derrière cette équipe, et ça faisait pas mal de temps que c'était pas arrivé. Donc une semaine déterminante pour l'Allemagne. Et ça donne un nouveau parallèle avec le fait qu'il y a peut-être trop de matchs. Donc pendant la préparation de ce podcast, on est souvent revenu sur ce sujet. Et donc on se demandait si vous aussi vous trouvez qu'il y a trop de matchs, que les joueurs s'épuisent trop et que peut-être ça risque de baisser le niveau global du football européen. Enfin au moins pour cette saison et voir des conséquences sur les saisons prochaines. Donc si vous avez un avis sur ça, n'hésitez pas à développer avec nous. Sur l'enchaînement des matchs, sur la condition physique des joueurs, etc. Tout ce qui pourrait avoir un lien avec cette question. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et que dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois, ça sera un enjeu qui sera de plus en plus discuté parce que clairement là, ça va pas être jouable pour les joueurs d'enchaîner tous les 3 jours avec des déplacements et que bon voilà, je pense aussi que ça commencera à remettre aussi en question le modèle, enfin la tournure que prennent les matchs internationaux avec cette volonté de ne plus avoir de matchs amicaux mais une Ligue des Nations dans un souci de sponsor et d'économie. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Donc le deuxième d'une série qui, on l'espère, perdurera cette saison. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, même à interagir avec nous. Donnez vos avis sur les différents sujets qu'on a évoqués. Et puis prenez bien soin de vous pendant ce confinement. N'oubliez pas l'importance de communiquer quand même avec le monde extérieur et on vous dit à très bientôt.